Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Tel Quel. Ce soir, nous allons aborder un sujet encore trop souvent tabou chez les femmes, l'argent. L'argent, un sujet encore trop tabou chez les femmes. Pour en parler sans détour, nous recevons ce soir Cindy Bouton, consultante en gestion financière. Elle accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent et à construire leur indépendance financière. Bonsoir Cindy. Bonsoir Caroline. Comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup. Tout en beauté. Merci, toi aussi. La reine de la finance. Alors Cindy, tu es consultante en gestion financière, tout un programme, et tu as créé ta propre méthode. Exactement, la méthode FODA. Exactement, qui veut dire? Donc c'est un acronyme, Oui. parce qu'en finance, on aime bien les acronymes. N'est-ce pas? On a chaque lettre qui est une étape de la méthode. Donc Ok. on a le F pour fondation, O pour optimisation, D, diversification de ses revenus. Très important. Voilà. Et le A, lorsqu'on a diversifié, on augmente nos revenus. Donc c'est le A d'augmenter. Et F, faire travailler son argent. Ma lettre préférée, c'est le F. Voilà, je vais l'intégrer, mais on va discuter. Le de dernier tout ça. F. Oui, le dernier F, très bien. Cindy, si je te dis femme et argent, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit? C'est anxiété. C'est le premier mot qui me vient. C'est vrai? Ah C'est ben, le point on de va- départ. Ouais. Après, je pense que tu es bien placée pour analyser cela, puisque tu accompagnes des femmes justement C'est ça. dans leur indépendance financière depuis 2021. C'est ça, exactement. Mais on va en parler sur mon petit canapé que tu vois Bien. juste derrière, et je te propose qu'on y aille tout de suite. Super. Ici, nos vies se dévoilent et nos voix s'élèvent. Chaque mot est un écho, une étincelle. On y partage nos réalités, nos rêves, en toute intimité. Bienvenue chez Tel Quel. Cindy, je suis très contente de te recevoir ce soir pour qu'on parle du rapport des femmes à l'argent. Mais avant, dans cette émission, on a un petit rituel. Est-ce que tu le connais? L'objet mystère. Oh, madame a bien fait ses devoirs, Eh je vois. Et oui. Alors, est-ce que tu peux nous le montrer, Bien sûr. le retirer de là où il est caché et m'expliquer là où les raisons de ce choix? C'est une paire de lunettes. On verra. Est-ce que je l'ouvre ou tu veux l'ouvrir? Vas-y, ouvre, Ok. ouvre l'objet mystère. Mon objet mystère. Alors là, je suis très curieuse. Je sais qu'on ne s'y attendait pas. Non, pas du tout. Je me suis demandé, est-ce que tu allais ramener une liasse de billets? Non, j'aurais pu, mais non. Alors, dis-nous tout. Alors, pourquoi cette paire de lunettes? Parce que mon père, je l'appelle Aquaman. OK. Parce que c'est Et, pour faire de la C'est natation. pour faire de la natation, exactement. Et j'en ai fait depuis très petite. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que très tôt, mes parents nous ont inscrits dans des activités sportives. Et je pense que c'est ce qui a forgé mon caractère. C'est ce qui a forgé mon mental. Et c'est ce qui m'aide dans mon activité d'entrepreneur, dans ma vie de maman. Et la natation, c'est vraiment pour moi un sport de cœur. Parce que mon père, il passe sa journée dans l'eau. Et tu Moi- continues jusqu'à maintenant, la natation? Et je le fais avec mon père. Ok. À la mer, on va aller nager, etc. Et pourquoi j'aime la natation? Parce que quand on est dans l'eau, c'est que nous et nous-mêmes. Donc, il faut apprendre à se motiver, à avoir des affirmations positives, à s'encourager, parce qu'on n'entend pas les personnes, quand on est en train de faire la compétition, on n'entend pas les personnes dans la salle qui nous encouragent. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de ramener cet objet. Ça forge l'état d'esprit de Exactement. gagnant, en fait. Exactement. Très bien. Et puis ce petit côté aussi où on est paré à la compétition et effectivement l'auto-motivation et certainement aussi la discipline, C'est ça. etc. Pour moi, c'est vraiment c'est ce que ça représente, c'est ce qui est le plaisir différé, se fixer un objectif, aller le chercher et se dire que parfois c'est OK de se sentir seul face à l'épreuve parce que c'est nous qui allons chercher notre C'est objectif. ça. Et la Voilà. concentration certainement aussi. Aussi, Oui. c'est ça. Ah bah très bien, je pense que tu as bien planté le décor. Mhm. Donc tu vois, on a une petite console Très bien. je vais juste à mettre ça côté aussi. que tu peux utiliser pour déposer ton objet mystère. Cindy, pour commencer, on va parler de ton parcours. Tout d'abord dans le salariat, dans la finance, avant de passer au consulting que tu proposes aujourd'hui depuis 2021. C'est ça. Alors je sais qu'il y a eu des expériences en France, certes, mais également même à Tokyo. Oui. Je trouve ça hyper passionnant. Raconte-nous. Alors, j'ai commencé dans le sud-ouest de la France,
donc dans une petite ville où tout le monde se connaît ou presque. C'est quoi le nom de la ville? Mazamet. Mazamet, je connais pas du Mazamet. Je ne connaissais pas. Jamais entendu parler. Donc j'ai commencé dans une petite usine d'un grand groupe industriel en tant que contrôleur de gestion. J'y suis restée 1 année. Après, je suis partie effectivement à Tokyo pour continuer à travailler toujours dans la même boîte. Et cette année, ça t'a plu, ce que tu faisais au quotidien? Ça m'a plu. Ouais. Alors, il faut savoir que initialement, je voulais travailler dans l'économie sociale et solidaire. Toujours dans la gestion, mais dans l'économie sociale et solidaire. Et puis après, je me suis rendu compte que l'évolution et les perspectives en termes de carrière et les revenus surtout n'étaient pas alignés à mes standards. Donc je me suis dit que je vais me réorienter. Donc j'ai ensuite travaillé en banque. Donc j'ai eu un master en banque et assurance. Pendant mes expériences, pareil, j'ai découvert le métier de contrôleur de gestion. Ce que j'ai aimé dans ce métier, c'est que finalement, on aidait l'entrepreneur, le chef d'entreprise, le directeur, la direction à atteindre ses objectifs grâce aux chiffres. Donc, on faisait parler les chiffres pour aller chercher nos objectifs et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je me suis aussi spécialisée en contrôle de gestion et dans le cadre de ma dernière année d'études, j'ai eu à faire un stage de fin d'études. Avant ça, je savais que je voulais partir à l'étranger pour parfaire mon anglais parce que je n'avais ni passé de TOEIC ni fait de stage à l'étranger. Donc, je me suis dit la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est de faire une immersion. Oui, donc, du coup, j'ai choisi mon stage en conséquence parce que le groupe dans lequel j'ai travaillé avait pour habitude d'emmener ses bons stagiaires en VIE. Donc, c'est un contrat spécial pour les Français. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai accepté ce stage dans un petit patelin du Sud-Ouest. Tout le monde m'a dit, mais pourquoi j'étais à Toulouse? Pourquoi tu vas là-bas? J'ai une vision très claire, j'y vais, je fais ce qu'il faut et après, je vais pouvoir avoir l'opportunité de partir dans un pays anglophone. J'ai atterri au Japon, ne me demande pas pourquoi, mais l'opportunité s'est présentée. Et comme Tokyo, c'est une grande ville, je me suis dit, je ne peux pas refuser. Donc, je suis arrivée là-bas parce que c'est l'opportunité qui s'est concrétisée. Ouais. Ouais. T'as pas du tout eu peur du changement culturel, du fait que tu puisses t'y épanouir, t'adapter? Parce que le Tokyo, ça n'a quand même rien à voir avec le patelin où tu étais. Ça n'a rien à voir avec le patelin où j'étais, ça n'a rien à voir avec ma culture entière. Oui. Moi, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, donc pour moi, c'est vraiment 2 cultures opposées dans plein de domaines. J'avais peur. Verdict. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Mais les 3 premiers mois, je me suis demandé quand même ce que je faisais là. Parce que je découvre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Donc, ça n'a pas été tout de suite tout beau, tout rose. Il a fallu s'adapter. Mais une fois que l'adaptation est passée, j'ai découvert un pays extra. Donc, et c'est aussi là qu'il y a eu le déclic pour justement la méthode que j'ai mise en place. Alors, depuis que tu accompagnes les femmes, Cindy, j'aimerais savoir quelles sont les croyances limitantes que tu entends le plus souvent par rapport à l'argent. Alors, les croyances limitantes que j'entends... Alors, souvent... Qui reviennent le plus souvent, c'est que lorsqu'on gagne beaucoup d'argent, ça suscite des jalousies. Donc ça, c'est la première chose... c'est une des choses que j'entends le plus souvent. Et qui fait que du coup, on n'a pas envie d'en gagner plus. C'est ça. Parce qu'on n'a pas envie d'être sujet de jalousie. C'est ça, exactement. On peut avoir aussi le fait de se dire qu'on va payer plus d'impôts. Donc c'est vraiment pour... Généralement, on se dit qu'on gagne plus d'argent. Si je dois englober ça, c'est qu'on a peut-être plus de soucis. OK. Plus de soucis. Donc argent égale problème. Argent égale problème. Si on doit faire un raccourci. Exactement, c'est ça. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a l'impression que la situation dans laquelle on est, on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire que si je suis soit fonctionnaire, donc je ne peux pas augmenter mon revenu, j'ai toujours travaillé dans tel domaine, donc je ne peux pas changer. Donc, c'est finalement se dire que aujourd'hui, ce qui se passe, la situation dans laquelle je suis, je ne peux pas la faire évoluer. Et donc, je ne peux pas aller vers mes ambitions réelles. OK. Donc ça... l'autre croyance, c'est pas souvent lié à l'argent, c'est plutôt finalement dans la façon dont on se perçoit et ce qu'on se croit capable de faire. C'est ce que j'allais te dire par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a une notion de confiance en soi, peut-être même d'estime de soi. Mm-hmm. Je mérite, je vaux. Et puis c'est être conscient de la valeur qu'on a aussi et de ce qu'on est capable de faire. Moi, ce que j'aime dire à mes clientes, c'est qu'on a soit déjà la ressource pour aller chercher ce qu'on veut, soit on est capable d'aller chercher cette ressource pour ensuite aller chercher ce qu'on veut. Donc dans tous les cas, on reste maître de notre destin. Donc, c'est vraiment, c'est pas forcément des croyances limitantes directement liées à l'argent, mais plutôt peut-être des croyances qu'on a dans la vie de tous les jours qui vont avoir un impact sur notre revenu, sur notre situation financière, etc.
Très bien, c'est passionnant. Tu accompagnes les femmes vers l'indépendance financière. Un mot qu'on entend beaucoup. Exact. Chacun y met un peu sa définition. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance financière et pourquoi c'est si important dans la vie des femmes et pour leur épanouissement? Pour moi, je vais donner ma définition. Oui. L'indépendance financière. Pour moi, l'indépendance financière, c'est finalement lorsqu'on ne dépend pas que d'une seule source de revenus. Donc, on diversifie ses sources et ses types de revenus. Donc, généralement, quand on est salarié, on a notre revenu principal, qui est notre salaire. Et ce que j'encourage à faire, c'est de développer une activité complémentaire, généralement en ligne, pour avoir des revenus automatiques. Et ensuite, investir ces nouveaux revenus dans des actifs qui eux-mêmes génèrent des revenus passifs. Et pour moi, c'est vraiment quand on a ces 3 piliers de revenus qu'on a l'indépendance financière. D'accord, très bien. Et donc, on comprend pourquoi c'est important pour l'épanouissement Pour moi, c'est des femmes. important, déjà pour aller chercher ses véritables ambitions, pour assumer financièrement ses standards. Parce que souvent, on pense que nos standards, c'est le problème, alors qu'en général, ce n'est pas forcément le problème. Si on a un standard, il faut simplement être conscient de ce que ça coûte et mettre en place un système, une organisation financière qui nous permet d'aller vers ces standards-là. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, c'est important aussi parce que ça nous permet d'avoir cette sécurité et d'avoir le choix. Donc de se dire que mais si cette situation ne me convient pas, j'ai des options et je ne suis pas obligée de la subir, quelle que soit la situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle. Avoir les ressources financières nous permet de faire les choix qui sont alignés avec ce qu'on veut faire réellement. Très bien. C'est pas une version qu'on entend souvent quand on parle du rapport des femmes à l'argent et des fameux standards aussi dont tu parles. Ça va être tu as de trop grands goûts, tu dépenses trop, voilà. Et on va jamais, finalement, on entend peu le fait de se dire, en fait, tu as des standards qui sont certes peut-être élevés, il faut juste que tu ajustes les revenus en face et que tu ailles chercher, comme tu dis, des sources de revenus complémentaires, C'est donc ça. diversifier effectivement les revenus. C'est pas du tout quelque chose qui est très populaire en fait comme pensée, comme mindset. Donc je suppose que tu dois rencontrer effectivement au départ des pensées un peu contraires. Alors, pour la petite Des anecdote, personnes qui essaient de restreindre plutôt leur train de vie. on entend souvent dépense moins que ce que tu gagnes, ce qui est vrai, mais ça donne l'impression, en tout cas, pour moi, ça n'envoie pas le bon message au cerveau, dans le sens où on a l'impression qu'il faut réduire ses standards. Et pour la petite anecdote, avant de me lancer et de communiquer sur ma méthode, j'ai essayé moi-même bloqué par les tendances qu'il y avait sur Internet quand on parle de gestion financière, c'est-à-dire investir, réduire finalement sur ton train de vie pour pouvoir investir et espérer dans plusieurs années finalement avoir des revenus passifs. Pour moi, c'est plutôt se dire qu'on a une bonne gestion, on est conscient de ce qu'on veut dans la vie, donc avoir une vision claire de notre vie idéale, c'est comme ça que j'appelle ça, et ensuite mettre en place l'organisation financière et aller chercher des revenus complémentaires. Parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de développer une activité complémentaire. Grâce au digital notamment. Grâce au digital, exactement. Très bien. Est-ce que tu penses sincèrement, parce que c'est très plaisant ce que tu dis, et c'est vrai qu'on aimerait tous et toutes pouvoir accéder à l'indépendance financière telle que tu l'expliques, mais est-ce que c'est vraiment accessible à, par exemple, toutes les femmes qui nous écoutent ce soir? Est-ce que tu penses que tout le monde est capable de diversification de revenus? Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Pour moi, la plus grande barrière à l'entrée, c'est finalement ce qu'on se pense capable de faire. Donc Exactement. c'est mental en Exactement. fait. Évidemment, en fonction de notre point de départ, il y aura des choses à mettre en place plus conséquentes que d'autres profils. Mais c'est accessible. Comme j'expliquais tout à l'heure, soit on a déjà la ressource, donc on a déjà l'éducation financière, on a déjà les ressources financières aussi pour pouvoir investir, soit on se forme. Et ce que j'aime dire, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter. Donc tous une valeur à donner à quelqu'un d'autre. Et finalement, l'activité complémentaire, c'est se dire qu'on est en capacité de valoriser ce qu'on sait faire pour avoir cette monnaie d'échange qu'est l'argent. Donc on voit bien encore une fois comment c'est important d'avoir conscience de sa valeur, donc justement l'estime de soi, et avoir bien conscience de ce dont on est capable. Donc là, je parle d'action, de choses à mettre en place, donc la confiance en soi. Exactement. Donc, et ça n'a rien à voir fondamentalement avec l'argent et la gestion de l'argent. Donc effectivement, finalement,
on a tous finalement la possibilité d'y croire, à condition déjà de faire une espèce d'introspection et de travail sur soi. Alors concrètement, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les premières étapes à mettre en place pour passer de la dépendance à l'indépendance financière? Pour moi, la première étape, c'est déjà de faire un état des lieux complet. Donc moi, j'appelle ça le bilan de départ. Donc on a le bilan financier, évidemment. Donc on va faire le point sur nos revenus, sur nos charges récurrentes. Est-ce qu'on a un reste à vivre qui nous permet finalement d'assumer nos standards d'aujourd'hui, peut-être d'épargner. Et ensuite, faire un bilan plutôt global sur notre vie en général. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que effectivement, dans le club, mon cercle vertueux, ce qui va être le point central de la méthode, c'est cette vision qu'on a de notre vie idéale pour derrière aller poser les actions pour y arriver. Donc déjà, savoir où on en est aujourd'hui. C'est déjà un travail. C'est déjà un travail. Donc et surtout savoir où on veut aller. Savoir où on veut aller. La vision. Exactement. Et c'est pas forcément évident parce que tout le monde, dès qu'on demande qu'est-ce que tu veux dans la vie, tout le monde dit je veux gagner un revenu conséquent, je veux être heureux, je veux être épanoui. Mais quand on commence à rentrer dans le détail, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Là, on ne sait pas dire. C'est ça. Et c'est challengeant. La fameuse méthode SMART aussi, Exactement. Préciser clairement ses objectifs. Être concret. Et puis même pour pouvoir être dans l'action, il faut savoir concrètement ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est la première chose, faire l'état des lieux, d'où on en est. Et après, on a la partie où on va optimiser son point de départ en mettant en place un système de gestion. Donc j'aime bien dire que ce n'est pas le budget simplement, parce que le budget, il permet de gagner en clarté, mais il ne nous sécurise pas. Et souvent, on s'arrête au budget. On se dit, bon voilà, j'ai fait mon budget, donc je saurai épargner, j'ai un plan, etc. Sauf que la vie est imprévue, la vie est mouvement. Donc dès qu'on a son beau tableau Excel et qu'on repart dans la vraie vie, en général, ça ne matche pas avec ce qu'on a mis dans le tableau. Oui. Donc pour moi, au-delà du budget, qui est utile, il faut aussi mettre en place tout un système de gestion avec ses garde-fous pour pouvoir finalement pallier à ces imprévus sans que ça n'impacte nos plans d'épargne, nos plans d'investissement, nos sorties, les achats qu'on a envie de faire, etc. Parce qu'il faut continuer de vivre. Il faut continuer de vivre, c'est très important. Pour moi, profiter du voyage, c'est vraiment important parce qu'on prépare demain, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Exactement. Donc il faut être en mesure de pouvoir profiter de l'instant présent. Donc moi, c'est ça, c'est bilan de départ, mettre en place une organisation financière. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, dans la méthode, le système il est automatisé. Donc du coup, on gagne du temps, on se dégage de la charge mentale. Mais là, on va aller sur le fait de travailler sur ce qu'on sait faire, nos compétences, nos expériences, ce qu'on pourrait proposer comme valeur pour développer une activité complémentaire. Exactement. C'est simplement ça. C'est pour ça que je ne parle pas de... Moi, je parle de side business, mais je ne le dis pas tout de suite parce que ça peut faire peur. C'est dire, ah non, mais moi, je ne suis pas entrepreneur. Alors qu'en réalité... Qu'est-ce qu'on appelle un side business? Side business, c'est un business complémentaire à côté de l'activité principale? C'est une activité complémentaire et on dit business parce que du coup, on est l'entrepreneur qui va lancer ce business. Et side, en anglais, c'est à côté de son activité principale. Est-ce qu'on peut faire un raccourci qui est que pour atteindre l'indépendance financière, il faut être entrepreneur, finalement? Pour moi, on est tous entrepreneurs. Moi, je dis qu'on est des CEO chefs d'entreprise et notre première entreprise, c'est notre vie. Parce qu'en réalité, quand on regarde une maman, c'est ce que je lui dis, une maman ou une femme ou même un homme, on a une vie à gérer, on a des charges, on a notre salaire, on a des impôts à payer, on doit faire... le foyer, c'est une entreprise. Bien sûr, le foyer, c'est une entreprise. Donc, on a le projet enfant... Qui doit être vertueuse. Exactement. On doit accompagner les enfants tout au long de la vie pour qu'ils deviennent des adultes heureux, alignés et responsables. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment... On a aussi des projets, on a envie de voyager, etc. Et finalement, quand on regarde une entreprise, c'est exactement la même chose. On a des revenus, le chiffre d'affaires, on a des charges obligatoires, on a des créanciers à gérer, on a des clients à gérer et on a une vision. Avec des projets, etc. Donc, dès qu'on s'imprègne de cette identité-là, on n'est pas mal à l'aise quand on se dit qu'on doit devenir entrepreneur pour pouvoir aller chercher l'indépendance financière. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que dès qu'on a cette activité complémentaire, on est en mesure d'assumer ses charges récurrentes avec son salaire et d'aller investir massivement dans des actifs, donc dans son patrimoine. Pour qu'ils deviennent passifs, c'est ce que tu disais. Pour que les revenus deviennent passifs, exactement. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 piliers qui permettent d'aller plus vite que simplement mettre 100 € par mois en bourse. Donc, je leur dis, la méthode, c'est une feuille de route. Elle fonctionne, elle a fonctionné pour des centaines de femmes. Donc si on travaille sur qui on est, sur la façon dont on se voit, sur ce qu'on se croit capable de faire, on est en mesure ensuite de suivre beaucoup plus simplement et avec beaucoup plus de fun la feuille de route.
Très bien. Est-ce que tu aurais un exemple inspirant à nous partager d'une femme dont la vie a changé grâce à ton accompagnement, par exemple? Est-ce que tu aurais des exemples peut-être concrets? J'en ai beaucoup. J'aime beaucoup faire les paroles aux Backies. Donc, c'est des lives avec les membres du club. Les Backies, ce sont tes clientes, c'est le nom de la communauté. Exactement. Ce sont les badass CEO de leur vie. Oh là là, on aime, on aime. Donc, du coup, j'aime beaucoup faire des lives pour qu'elles puissent raconter leur histoire. OK. Et quand tu m'as posé la question, je pensais à Laurine, qui est une Backies depuis 2023, si je ne me trompe pas. Et Laurine qu'on embrasse et que je connais, il me semble. J'ai capté tout de suite. Ah oui, ben voilà. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Oui. Donc, pourquoi je parle d'elle? Parce que de base, c'est une amie. Et avant de lancer le club, je lui ai parlé de mon projet de transmettre ma méthode. Et quand je lui présente un peu la méthode, elle me dit « Ah non, écoute, tu sais, en finance, c'est comme à l'école. Il y a la maternelle, il y a le lycée, il y a la fac, il y a l'école de commerce. Moi, je suis en maternelle, tu me montres l'école de commerce, donc c'est pas pour moi. » Et ça remonte à 2019. Ensuite, elle s'inscrit finalement au club en 2023. Pour elle, c'était challengeant parce qu'elle n'avait pas l'habitude de mettre en place... elle n'avait pas de système de gestion. Elle avait un revenu correct qui lui permettait de vivre. Elle avait un petit découvert qui était autorisé, donc pour elle, c'était comme son complément. Et je me permets de le dire parce qu'elle l'a déjà dit en live. C'était son petit complément de revenu. Donc, elle arrive avec cette... Comme pour énormément de personnes. Comme pour énormément de personnes, exactement. Alors qu'on peut avoir d'autres options. Donc, elle arrive avec le fait de ne pas être à l'aise avec les chiffres, le fait d'avoir cette résistance vis-à-vis de mettre en place son budget, travailler sur le revenu complémentaire, etc. Et elle a fait un travail. Donc, elle a accepté cette phase d'inconfort où elle a travaillé sur, finalement, son identité et la façon dont elle se voit, ce qu'elle se pense capable de faire. Et après, en 6 mois, elle a lancé son activité complémentaire qui a généré plusieurs dizaines de milliers. C'est assez rapide, 6 mois. Voilà. Mais elle, ça a été vraiment super inspirant parce qu'elle a fait confiance au process. Okay. Et elle a accepté cette phase d'inconfort. Comme j'aime dire, dès qu'on commence quelque chose de nouveau, c'est pas confortable. Ouais. Et j'en parlais encore hier. Quand tu apprends à conduire, c'est pas confortable. Et pourtant, tu te dis pas, ah non, je vais rester à pied ou je vais prendre le vélo. Tu acceptes, en fait. Oui. Parce que tu sais que derrière, j'aurai la voiture et je pourrai me déplacer. C'est la même chose pour la méthode. C'est un bébé qui apprend à marcher. Exactement. Donc, on n'est pas à l'aise, c'est OK. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, tu ne le seras pas. Donc, elle a accepté ça. Et aujourd'hui, elle a investi dans l'économie réelle en Afrique. Elle a investi en bourse. Elle a son side business. Et elle a un budget qui lui permet de voyager, qui lui permet d'assumer ses standards. Parce qu'elle avait peur aussi de réduire, parce qu'elle aime profiter, elle avait peur de réduire ses standards et ça n'a pas été le cas. Waouh, c'est vraiment passionnant. Et tu as l'air de dire que des exemples comme ça, tu en as à volonté. J'ai aussi... J'en ai à volonté. Je vais prendre un cas, parce que souvent on me dit oui, mais elle avait un revenu déjà intéressant, donc c'est pour ça que c'était simple. Donc je vais prendre le cas de Marina, qui, elle avait vraiment des difficultés financières, un découvert important, un âge aussi mûr, pour ne pas donner son âge. Et aujourd'hui, pareil, elle a son side business. Elle a voyagé, elle a pu voyager plusieurs fois dans l'année. Elle a visité New York, c'était son rêve. Elle a pu sortir la tête de l'eau, peut-être par rapport aux difficultés financières elle est en région parisienne. Et elle a mis en place des rituels et des routines avec son fils qui vit à Londres et elle est en région parisienne pour qu'il puisse se voir plus souvent. Ouais. Donc elle prépare l'avenir en investissant, mais elle profite aussi de l'instant présent selon ses standards d'aujourd'hui. Ouais. Ce que j'aime beaucoup dans les témoignages, c'est qu'ils sont porteurs d'espoir. Parce qu'il faut se dire aussi que parfois l'argent, je vais utiliser même l'expression, pourrit la vie de certains. Des gens qui ne s'en sortent pas, qui roulent sous les dettes et qui ne voient pas en fait de lumière au bout du tunnel et qui sont dans une fatalité par rapport à leur situation. Et je trouve que ce que tu partages avec nous, c'est vraiment porteur d'espoir pour effectivement des femmes, et pour des hommes, pour des familles. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on parle d'argent, mais l'argent n'est qu'au service de la vie qu'on veut avoir, n'est qu'au service de la vie qu'on aimerait offrir à nos enfants. Et puis de tout ce qu'on souhaite faire dans nos vies et la vision aussi qu'on a d'elle. L'argent, elle est vraiment au service des projets, au service des moments de bonheur, au service des foyers, quoi. C'est ce qui est important. C'est ça. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et souvent, effectivement, je pense que quand tu parles de déclic pour mettre en place des choses, je pense que ce qui motive, finalement, c'est pas l'argent en lui-même, c'est ce qu'on va faire avec cet argent. Et comment on peut changer sa vie et la vie de nos proches. C'est ça, complètement. Pour moi, l'argent, c'est un outil
Donc, il est neutre. Y a certaines personnes qui aiment parler d'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est pas l'argent. C'est nous, l'énergie. C'est nous qui mettons cet argent en mouvement. Et ça nous redonne le pouvoir, finalement, parce qu'on se dit que c'est nous qui pouvons changer les choses. C'est certain que quand on a une situation qui est challengeante, parfois même précaire, ben on a l'impression qu'on n'a pas d'option et qu'on est dans une fatalité. Il est vrai que pour sortir de cette situation, il y a des choses à mettre en place qui peuvent être compliquées pour certains, mais le message que j'aime donner, et je le vois maintenant que j'ai accompagné plusieurs femmes, c'est que rien n'est gravé dans le marbre. Donc, si on se donne les moyens, si on applique la bonne stratégie, sans essayer d'aller trop vite, parce que souvent, quand on n'a pas, on se dit, je vais aller dans tel investissement rentable et on finit par tomber peut-être dans des scams, etc., donc dans des arnaques. C'est se dire, j'accepte de travailler sur l'assainissement du point de départ. Donc, c'est vraiment le F de fondation. J'optimise et derrière, je sais que je pourrais diversifier peut-être mes sources de revenus pour ensuite aller investir massivement. Et c'est pas qu'on est en train de perdre du temps, c'est qu'on prépare finalement le terrain pour qu'on puisse construire quelque chose de solide sur un terrain solide aussi. Donc, quel que soit le point de départ, même si c'est challengeant, on peut changer les choses. Très bien, merci pour ce partage très inspirant. On arrive déjà à la fin de l'émission, ça passe très vite. On va peut-être prendre une petite minute pour parler d'avenir. Alors, je ne sais pas le nombre de femmes que tu as accompagnées depuis 2021, mais toi, tu te vois où dans 10 ans ? Dans 10 ans. Dans 10 ans, je vois le club MCV, toujours. Parce qu'on est en train de construire un vrai réseau de femmes ambitieuses, investisseuses. Un réseau de femmes qui investit ensemble. On a déjà commencé, donc qui co-investit aussi bien dans l'économie réelle, donc dans des projets qui font sens, qui impactent, que dans des projets qui leur font sens à elles. Et je vois la méthode dans des milliers de familles antillaises pour permettre à des femmes, à des hommes d'utiliser cet outil à bon escient. Exactement. Alors, c'est tout ce que je te souhaite, n'est-ce pas ? Et on va rester... s'assurer que tout se passe bien. On va te guetter du coin de l'œil. Alors, Cindy, sur cette table, tu as une enveloppe que je t'invite à prendre. Très bien. L'invitée que j'ai reçue juste avant toi t'a laissé un message sans savoir que c'était toi, mais elle a voulu partager un mot qui lui parlait avec l'invité qui allait lui succéder à la même place. Je t'invite donc à ouvrir cette enveloppe, à lire le message et ensuite à le partager avec nous et nous dire s'il te parle ou non. Il est certainement signé. Donc, je te laisse découvrir. Alors, l'amour, ce n'est pas juste dire « je t'aime » avec les bons mots, c'est dire « je suis là » avec les bonnes actions. Signé, je peux dire qui a signé. Oui, absolument. Maëva Bûcher. Tu la connais ? Je ne crois pas. Alors, elle est organisatrice de mariage. Oh, ah oui. Maëva ça fait sens Bûcher. du coup. Voilà, exactement. Est-ce que ça te parle ? On n'a pas parlé d'amour. On a parlé d'amour de soi, mais je pense qu'elle parle aussi du sentiment amoureux. Est-ce que ça vous parle, madame ? Êtes-vous une femme amoureuse ? Ah, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de l'amour, déjà. C'est une vraie qualité. Mais oui, ça me parle l'amour. Pour moi, c'est vraiment... ça nourrit au quotidien. C'est important. C'est important parce que ça donne du sens, finalement, à tout ce qu'on met en place. Parce que je n'en ai pas parlé, mais effectivement, quand on met en place son écosystème financier, c'est finalement pour pouvoir s'aimer selon la façon dont on veut s'aimer et aussi pouvoir apporter la vie qu'on a envie d'apporter aux gens qui nous sont importants, aux gens qui nous sont chers, nos enfants, nos proches, etc. Donc pour moi, c'est important. Très bien. Merci beaucoup, avec plaisir. Cindy. Merci pour l'invitation. Pour cet éclairage, pour ton témoignage. On comprend l'importance de l'argent, en tout cas ce à quoi il peut servir. Parler argent, c'est pas être matérialiste, mais c'est reprendre le contrôle sur sa vie, sur ses choix, sur sa sécurité également. Exactement. Alors merci pour ça. Avec plaisir. Et très belle continuation à toi. Merci Caroline, merci beaucoup. Et puis ne bouge pas parce que tu vas également écrire un petit mot à l'invitée suivante. Ok. À très bientôt. À bientôt.